Salut! Comme t'as pu le voir avec le titre de la vidéo, je suis allé à Atlanta. Alors de base cette vidéo elle était pas prévue, mais un matin alors que j'étais en train de bosser, j'étais en train de réfléchir à ce que j'allais faire une fois là-bas. Et d'un coup je me suis dit, mais attends mais ce serait con de partir à Atlanta et de rien de vous raconter de ce que j'ai fait là-bas. Alors tu dois sûrement te demander, mais pourquoi t'as choisi cette ville? T'en as plein d'autres beaucoup plus stylées, genre New York, Miami, Los Angeles, San Francisco, Las Vegas, Atlanta, t'as quoi à faire là-bas? C'est pété, c'est trop naze. C'est faux. Déjà, t'as le musée Coca-Cola, si tu es au 121 Baker Street, je suis allé là-bas me sucrer la gueule, c'était top. Non, plus sérieusement, si je suis allé à Atlanta, c'est parce que je suis un très grand fan de rap et que ça fait maintenant 2 ans que j'ai commencé à être beatmaker, c'est-à-dire à composer des prods rap, hip-hop. C'est donc tout naturellement que j'ai voulu aller là-bas pour essayer de partager ma musique avec d'autres passionnés et pourquoi pas travailler avec eux. Bon, il y a personne qui m'attendait là-bas, hein. J'y suis allé tout seul à la Zub, mais j'avais un plan. J'avais 4 objectifs principaux. On bat les couilles, frère. Le premier, le plus simple, c'était de m'améliorer en anglais parce que juste répondre yes of course pour être poli parce que j'ai pas compris ce qu'on vient de me dire. Bon, le deuxième objectif, c'était d'essayer de distribuer ma musique, c'est-à-dire de sonner de studio en studio et leur expliquer ce que je fais ici. Le troisième, c'était d'essayer de me faire des contacts, que ça soit dans la musique ou autre. Mais déjà là, c'est un peu plus compliqué parce que se faire des relations de confiance en seulement 2 semaines, c'est chaud. Et le quatrième, mais là c'était dans le meilleur des cas, c'était pourquoi pas d'essayer de collaborer avec un ou des artistes. Et donc pourquoi la ville d'Atlanta? Eh bien tout simplement parce que c'est l'une des villes les plus influentes dans l'histoire du rap. Laisse-moi donc te faire un petit cours d'histoire. Dans les années 90, le hip-hop est divisé entre la East Coast de New York avec des rappeurs comme Notorious Big et Puff Daddy, sous le label de Bad Boys Records. Et de l'autre, t'as des rappeurs de la West Coast de Los Angeles qui ont amené un nouveau courant dans le hip-hop, le gangsta rap ou la G-Funk. Mouvement porté par Dr. Dre, Snoop Dogg, Tupac, Suge Knight, sous le label de Death Row Records. À cette époque, si un rappeur ne venait pas de la East Coast ou de la West Coast, c'était dur pour lui d'être pris au sérieux. Mais le sud des États-Unis avait aussi envie de briller, car oui, Atlanta est au sud des États-Unis. Et c'est grâce à Outkast que Atlanta a pu se faire une première place dans le rap. Et si tu ne connais pas le nom d'Outkast, t'as déjà entendu au moins une fois cette musique. 3005 ou sur sofinco.fr. Donc Outkast, c'est un duo de rappeurs, Andre 3000 et Big Boy, tous les deux originaires d'Atlanta. Ils ont beaucoup travaillé avec le groupe de producteurs beatmaker Organized Noise, dans lequel on retrouvait Sleepy Brown, Red Murray, Rico Wade, le cousin de Future, malheureusement décédé le 13 avril 2024. Et tous faisaient partie du collectif Dungeon Family, avec d'autres artistes qui se réunissaient au sous-sol de la maison de la mère de Rico Wade, et ils appelaient cet endroit The Dungeon. Et donc avec le premier album d'Outkast, Sounder Playlist Cadillac Music, dont les prods ont été faites par Organized Noise, les gens ont commencé à s'intéresser à eux. Suite à ça, Andre 3000 et Big Boy seront invités à la cérémonie des Source Awards de 1995 qui aura lieu au Madison Square Garden à New York. The Source, c'est un magazine de hip-hop qui organisait chaque année la soirée des Source Awards pour récompenser les meilleurs groupes de hip-hop. Et ce soir-là, après avoir reçu le prix du meilleur nouveau groupe de l'année, Outkast se fait huer par le public principalement new-yorkais, car encore une fois, à l'époque, si tu ne venais pas de la East Coast ou de la West Coast, on te prenait pas au sérieux. Ouais, comment ça, c'est lui gagne C'est quoi ces ploucs là? Ouais, votre musique elle pue la merde en fait. Vas-y Greg, recompte, je suis sûr que tu t'es encore chié sur les votes là. Et quand Outkast reçoivent leur prix, Andre 3000 décide de prendre la parole et de montrer que le Sud peut tout aussi bien rivaliser avec la East Coast et la West Coast. Closed-minded folks, you know what I'm saying? It's like we got a demo tape and nobody want to hear, but it's like this, the South got something to say. That's all I got to say. Phrase qui restera gravée dans le monde du hip-hop. Même au musée de la trap music à Atlanta, il y a des mannequins avec l'événement qu'ils ont porté ce soir-là, avec la phrase écrite sur le socle. Au final, Outkast est considéré comme l'un des groupes les plus influents dans l'histoire du rap, avec un impact phénoménal qui ont réussi à mettre la lumière sur leur ville natale, qui était considérée à l'époque comme une ville de ploucs. C'est donc grâce à Outkast et Organized Noise qu'on a pu voir émerger les plus gros artistes de ces dernières années, comme Young Thug, Future, Gucci Mane, Les Migos, 21 Savage, Gunna, Lil Baby, etc. Bon, je te résume vite fait, hein. Mais si ça t'intéresse, je te laisse dans la description des liens vers des vidéos qui t'expliquent en détail l'histoire de Outkast et les rivalités entre la East Coast et la West Coast. Mais du coup, qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Bah, pas grand-chose finalement. Comme dit juste avant, ça fait maintenant 2 ans que j'ai commencé le beatmaking et donc à être beatmaker. Mais c'est quoi un beatmaker? Le beatmaker, pour ceux qui ne le savent pas, c'est celui qui va composer le beat, la prod, l'instrumental, la musique pour tel ou tel rappeur. Car oui, les rappeurs ou les artistes que t'écoutes ne créent pas eux-mêmes leur prod. T'en as certains qui le font comme Hamza, Travis Scott, Tyler the Creator, etc. Par exemple, Kanye West a commencé sa carrière en tant que beatmaker aux côtés de Jay-Z, et ça pendant des années avant de vouloir lui-même devenir rappeur et de sortir son premier album de College Dropout en 2004. Mais la majeure partie du temps, les rappeurs sont entourés de beatmakers avec qui ils s'entendent bien. Ça peut être des beatmakers avec qui ils collaborent depuis des années, voire depuis le début de leur carrière, et grâce à qui ils ont pu établir leur propre univers musical. Comme la Katrina Squad, qui est un groupe de beatmakers toulousains,
sans qui l'univers de la mafia italienne instauré dans le projet Julius de SCH n'aurait sûrement pas eu la même qualité. Ça peut être aussi des beatmakers avec qui ils n'ont jamais travaillé, mais qui font appel à eux car ils aiment leur travail et veulent s'essayer à de nouveaux styles, de nouvelles sonorités propres à tel ou tel beatmaker. En résumé, la création d'un album, c'est tout un processus qui prend du temps et dans lequel un rappeur ou un artiste en général doit être bien entouré avec des gens de confiance. Je t'invite un jour à acheter le CD d'un artiste que t'écoutes, tu lâches un petit billet, ça te coûte 10 balles à tout casser, et c'est plus ou moins ta façon de le remercier pour ce qu'il t'offre et tu lui permets de continuer ce qu'il aime faire et donc de continuer d'écouter ce que toi tu aimes. Putain, si ça c'est pas de la punchline, je m'appelle plus Rodrigo. Tu t'appelles pas Rodrigo? Ouais, c'est vrai. Et ce qui est bien avec les CD physiques, c'est qu'à chaque fois l'intérieur est différent. Et tu auras toujours un carnet sur lequel tous les noms de toutes les personnes qui ont participé à la création de l'album sont mentionnés, que ce soit le manager de l'artiste, les producteurs, les beatmakers, les ingé-sons qui ont mixé et masterisé les sons, les studios dans lesquels les sons ont été enregistrés, ceux qui se sont occupés de la direction artistique du projet, le photographe, le nom du label sous lequel l'album a été fait, etc. Tous ces travailleurs de l'ombre à qui on ne pense pas mais qui sont pourtant essentiels dans la carrière d'un artiste, sans qui il ne serait pas grand chose. Maintenant, avec les réseaux sociaux, tous ces aspects de l'industrie musicale sont beaucoup plus mis en avant. Par exemple, le beatmaking a largement été démocratisé en France, notamment grâce à des chaînes de tutos YouTube comme celle de Isos, et c'est ce qui a permis de faire découvrir le métier à un plus large public. Autre chose intéressante, quand tu écoutes de la musique, tu peux souvent entendre les tags de beatmakers. C'est en quelque sorte leur signature sonore, et le fait d'entendre ce tag, ça te permet de savoir directement qui a fait la prod. Et je suis sûr que sans même faire attention, t'en as déjà entendu quelques-uns. Double X on the track. Zongo. Katrina Squad. Un peu de beef, un peu de buzz. The best is Geronimo. Jazzy, la prod ne t'appartient pas. Murder on the beat, so it's not nice. If young Metro don't trust you, I'm gonna shoot you. Murder on the beat, go. Aïe. Et t'en as évidemment plein d'autres encore. Après, rien n'oblige le rappeur à garder le tag, et t'as beaucoup de beatmakers qui ont pas de tag d'ailleurs. Mais c'est toujours plus sympa pour celui qui a fait la prod, si le tag est gardé, ça lui permet de gagner en visibilité et de mieux se faire connaître. Bon, encore une fois, je te résume grossièrement, je veux juste que tu comprennes le principal. Après, je suis pas le mieux placé pour parler de ce genre de choses, vu que j'ai jamais collaboré ni placé pour un artiste. Tout ce que je te dis là, c'est uniquement grâce aux vidéos que j'ai pu regarder ou aux discussions que j'ai pu avoir. Ok, tout ça c'est bien beau, mais est-ce que j'ai réussi à faire ce que je voulais faire et comment ça s'est passé? Eh bien oui, j'ai réussi, parce que j'ai pu signer un gros contrat avec le label de Gucci Mane. C'est faux, c'est pas vrai. Non, en réalité, j'ai plus ou moins réussi ce que je voulais faire, du moins ce que je devais faire. Après, malheureusement, le reste, ça ne dépendra pas de moi. Je m'explique. Avant de partir, j'avais acheté une dizaine de clés USB dans lesquelles j'avais mis mes 10 meilleures prods selon moi. Et sur ces clés, j'avais ajouté 2 étiquettes, une avec écrit Some Beats, donc quelques sons en français, et de l'autre mon Instagram Pursuit Music pour qu'ils sachent quand même d'où ça vient. Et pendant toute une journée, j'ai pris la voiture, car oui, sur Atlanta, il faut une voiture pour se déplacer, et je suis allé de studio en studio pour essayer de déposer les 7 clés USB que j'avais emmenées avec moi. Bon, j'avais pas pris les 10 clés USB, j'en ai pris que 7, parce que je voulais pas que si jamais je me fasse fouiller à la douane, on voyait quelqu'un qui se trimballe avec je sais pas combien de clés USB, du coup j'en ai pris un tout petit peu moins. Je sais pas si ça allait changer grand chose. Mais voilà, je me suis retrouvé donc avec 7 clés USB à distribuer. J'ai alors regroupé une vingtaine de studios basés sur Atlanta. Je me suis fait un petit trajet pour éviter de faire des allers-retours dans toute la ville et je suis parti les déposer. Et je peux dire qu'avec le niveau d'anglais que j'avais, c'était pas gagné d'avance. Yes, hello. I'm a French beatmaker and I come from French to share my music with another people like you. And that's it. You hear me? Okay, I put the key on the mailbox. Fuck! Il faut savoir que parmi la vingtaine de studios que j'ai pu faire, il y en a au moins une dizaine que j'ai pas trouvé, soit l'adresse n'était plus ou pas la bonne, ou soit parce que les studios se trouvaient dans des immeubles avec je sais pas combien d'étages. Mais j'avais prévu le coup. Avant de faire ma tournée, j'avais répertorié sur un tableau le nom, l'Instagram et l'adresse mail de tous les gars qui géraient tous les studios où je suis allé pour leur envoyer des prods aux studios que j'ai trouvé ou pas. Au final, parmi tous les studios que j'ai pu faire, j'ai pu déposer 4 clés USB, une au Blue Room Recording Studios, une au 11th Street Studios, une au Main Street Studios et la 4e à l'Astro Studios. Et j'ai aussi réussi à avoir des discussions avec des personnes de 3 studios différents, dont un où ils m'ont laissé entrer pour discuter 5 minutes. Et je suis super content parce que c'était le Patchwork Studios, un studio qui a une des meilleures renommées d'Atlanta car beaucoup d'artistes sont déjà allés travailler là-bas, comme Ludacris, Jay-Z, Outkast, Drake, Travis Scott, Young Thug, Rick Ross, etc. Ça veut dire que j'ai potentiellement serré la main d'un gars qui a déjà serré la main d'un de ces gars. C'est ouf.
Ah, je suis content là. Bon, au final, tous les mecs avec qui j'ai pu discuter m'ont tous dit la même chose. Va te faire niquer. À savoir que c'est que des studios d'enregistrement, c'est-à-dire qu'ils s'occupent que d'enregistrer les voix et que c'était pas leur travail de distribuer la musique et qu'en général, les rappeurs venaient déjà avec leur propre son pour enregistrer leur voix. Mais, juste avant, je t'avais dit que j'avais distribué que 4 clés USB sur 7. Mais c'est parce que j'ai voulu en garder quelques-unes sur moi pour au cas où si je croisais quelqu'un dans la rue pour pouvoir lui donner. Et c'est ce que j'ai fait. La première clé USB, je l'ai donnée à un gars dans la rue. C'était un gars qui travaillait pour une association et il m'a accosté pour savoir si j'étais intéressé. Je lui ai expliqué que bah non, j'étais pas d'ici, que j'étais venu pour la musique. Et donc avec ça, il m'a dit que lui, il était chanteur de pop. Donc on a commencé à discuter. Et je me suis dit, même si je fais pas de pop, je me suis dit, hop, ça peut toujours être intéressant. Donc je lui donne une clé USB, peut-être qu'il a des contacts, on sait jamais. La deuxième clé USB, je l'ai donnée à un gars dans un restaurant. En fait, je suis allé manger dans un restaurant avec un gars avec qui j'avais fait connaissance dans le Airbnb où j'étais. Et à la fin, le serveur, il nous demande ce qu'on était venu faire ici et qu'est-ce qu'on faisait dans la vie. Donc moi, je lui explique ce que je suis venu faire ici. Et donc il m'a aussi dit que son frère, lui, faisait aussi de la musique. Et au final, on a discuté, je lui ai donné une clé USB pour son frère et on a échangé nos Insta. Troisième clé, c'est quand je suis allé visiter le musée de la trappe d'Atlanta. En gros, le musée retrace toute l'histoire de la trappe musique d'Atlanta. Et donc à la fin, je suis allé voir le barman et je lui ai demandé s'il y avait beaucoup d'artistes qui venaient visiter le musée. Il m'a dit que oui, de temps en temps, des artistes venaient. Donc je me suis dit, hop, je lui donne une clé, je lui ai expliqué ce que j'étais venu faire ici et peut-être qu'il y avait moyen d'avoir contact. Et je suis super content parce qu'au final, 2-3 jours après, il m'avait envoyé un message sur Instagram pour me dire qu'en fait, il avait écouté les prods et qu'il trouvait ça grave lourd. Et donc moi, je lui ai répondu merci et je lui ai dit si jamais t'as d'autres contacts, n'hésite pas à partager la clé USB. De quoi? Forceur? Non. Psst. C'est pas une clé? Bon, un disque dur si tu veux un truc plus gros. Pourquoi tu cours comme ça? Tu vas où? Oh putain, t'as de la force! Alors bien sûr, tu te doutes bien que pendant 2 semaines, j'ai pas fait que ça. J'en ai bien sûr profité pour aller visiter la ville. Mais pour ça, il fallait une voiture. Parce que oui, Atlanta, c'est pas comme à New York ou à Paris où les réseaux de métro et de bus sont hyper bien développés. Donc une fois arrivé à l'aéroport, je prends la navette, je vais chez le concessionnaire et je lui dis « Ok, je suis là pour la location de voiture. » Ouais, logique. J'avais loué une Nissan Versa, donc un truc à peu près à 1000 balles pour 2 semaines. Ça va, c'est cher, mais vas-y, ça va, ça passe. Et au final, avant que j'arrive, bah en fait, il avait neigé et donc il y avait de la neige et du verglas. Donc la meuf, elle me dit qu'elle pouvait pas me louer la Nissan Versa comme prévu. Une autre voiture est possible avec des pneus neige. Donc je lui dis « Ok, parfait. » Elle me fait les papiers, elle me parle, je comprends la moitié. Donc je dis yes. Elle m'explique les assurances, je comprends la moitié. Bah je dis yes. Au passage, j'ai sûrement dû vendre ma mère avec, mais bon. Et donc à la fin, on arrive au récap. Donc je vois la voiture et je vois le prix. 1500. Combien? Tu sais, normalement, c'était commercial ou un truc comme ça, tu sais, tu proposes un truc à l'équivalence de prix, tu vois. Genre entre 1000 et 1500, ouais, bon. Je pense que la meuf, en me voyant, elle s'est dit, oh putain, oh lui, il est con, hein. Oh. Donc au final, je lui dis, do you have a car moins cher? Et donc au final, elle me propose une autre BM à 1000 €. Équivalence de prix de la Nissan que je devais de base. Bah voilà, c'est pas compliqué. Pourquoi tu me proposes un truc à 1500 Donc là, j'accepte, je signe les papiers, elle me donne la clé, elle me sourit, elle me check. Et je le voyais, tu sais, que dans son sourire, c'était en mode, j'ai failli t'enculer de 500 €, mais vas-y, check quand même, allez. Et donc, je pars du concessionnaire, je me balade, je visite. Je suis donc allé visiter plein de trucs et j'ai commencé par l'aquarium de Géorgie. Parce que oui, Atlanta, c'est en Géorgie, pas le pays, l'État, qui est par ailleurs le plus grand aquarium des États-Unis. Donc c'est pas rien quand même. Et c'était cool parce que t'avais des poissons, t'avais des requins, t'avais des baleines. Bon, pas les grosses baleines, mais des genres de cachalots. Toi, t'avais tout. Et entre temps, je décide de manger un truc parce que je commençais à avoir faim. Je commande un burger un petit peu fatos et personne m'a donné de serviette ni de couvert. Donc je commence à manger, je galère un peu. Et t'as un serveur au loin, il voyait que je galérais à manger le sandwich. Et là, t'as une meuf en solo qui spawn, elle s'installe un peu plus loin sur une table avec un genre de smoothie. Et là, le mec cash, il est venu lui apporter une serviette, une cuillère. Et moi à côté, j'étais en train de galérer encore à bouffer mon sandwich. Ah mais je pouvais crever la gueule ouverte, le mec qui serait repassé à côté de moi, lui rapporter du Vanish Gold parce que la meuf s'est fait une tache sur son pull. Mais sinon voilà, c'était cool, il y avait des poissons, c'était super sympa. Et un autre jour, je suis allé visiter le musée Coca-Cola. Et c'était hyper intéressant parce que ça retraçait l'histoire de la compagnie, ça te racontait des petits fun facts et tu pouvais même goûter plein de boissons du monde entier. Et on m'a même pris en photo au début de la visite pour que je puisse l'imprimer à la fin. À le début, je me suis dit, ouais, vas-y, hop, pourquoi pas, ça peut être sympa et tout. En plus, je suis grave à l'aise dessus, tu vois, et le détourage, il est bien, le fond, 25 $. Est-ce que c'est bon pour vous? Mais bon, vas-y, je suis en vacances, je suis là pour raquer, c'est pas grave, allez, on achète. Et une fois la visite terminée, je vais à la boutique de souvenirs, j'achète 2-3 trucs, je me dirige à la caisse, et là j'ai eu le droit au classique. Oh, you are French, please, tell me some word in French, please. Yes, sure, bonjour. Oh yeah,
Bonjour. So, ça va? Oh yeah, ça va. Again. Yes. So, au revoir. Oh yeah, au revoir. Please, another. Please. Non, vraiment, au revoir là. Je dois taker ma shower dans 1 heure et j'ai des frites à mettre au four, ok? Et évidemment, j'ai encore fait plein d'autres choses. Je suis allé visiter le musée de la trap music, je suis allé voir un match de NBA. Bon, on a perdu, mais les frites étaient bonnes. J'ai enfin goûté Wendy's aussi. Je suis allé dans les thrift shops, c'est des genres de friperies où tu peux acheter des vêtements pour pas cher. Je suis aussi allé dans les disquaires pour m'acheter 2 vinyles. Je suis allé voir le fameux magasin de Grills Bascotti, spécialisé dans les grills. C'est des genres de prothèses dentaires en or ou en argent que tu peux personnaliser. C'est un accessoire que beaucoup de rappeurs mettent dans leurs clips. Et je me suis énormément baladé à pied, surtout sur la Beltline. Parce que oui, malgré le Airbnb où j'ai créché qui était à chier, il était au moins bien placé. Et en gros, la Beltline, c'est une énorme piste piétonne qui s'étend sur 35 km. Et c'est à ce moment-là où j'ai remarqué que les gens là-bas, ils te disent salut et te demandent comment tu vas. Et je trouve ça grave sympa. Et c'est pas en France que tu verrais ça. Bonjour. T'as dit quoi sur ma mère? Et comme je te disais avant, l'Airbnb où j'étais était quand même bien à chier. Et je suis pas quelqu'un de chiant, hein. Mais là, il y avait du niveau là. Alors à première vue, l'Airbnb est cool. T'as un grand espace commun avec un salon, un canapé, une télé, une petite table. Au rez-de-chaussée, t'as 3 chambres avec une salle de bain. Et au premier étage, t'as la cuisine avec 2 autres chambres et une salle de bain. Et la salle de bain était juste en dessous de ma chambre. On y reviendra après. Déjà, premièrement, bon après ça je peux pas dire grand chose, mais l'Airbnb était au sous-sol. Mais ça veut dire que t'as pas de fenêtre. Donc, pas de fenêtre. Pas de palais. Donc, bon, niveau aération, bah c'est pas ça quoi. Deuxième point, les murs étaient hyper fin. Après, ça va, quand t'es avec des gens respectueux, ça passe. Mais quand t'as une meuf à 1h du mat qui gueule au téléphone avec sa pote et qui en plus va aux chiottes en laissant tomber la cuvette des chiottes alors que ta chambre est juste en dessous, je peux dire que je suis vite monté. Hein. Ah. Yes, hello. Hello. Yes. Can you stop yelling, please? Ok, danke. Bon, heureusement, après, elle était quand même un peu plus discrète. La cuvette, et en plus d'être située juste en dessous de la salle de bain du haut, ma chambre était également à côté des tuyaux de ventilation. Ah oui, à titre de comparaison, c'est comme si j'avais ce mec à côté de moi. Bon, sur ce point, j'exagère un peu parce qu'en vrai, ce genre de bruit, ça me dérange pas plus que ça. Mais à part ça, ça s'est très bien passé, mis à part quand... Et un soir, alors que j'étais tranquillement en train de dormir, j'entends un bruit. Et je me dis, ah non, c'est pas ça. Mais vu que ma chambre est située juste en dessous de la salle de bain du haut, et je fais quoi? J'allume la lumière, et qu'est-ce que je vois? Une putain de fuite au plafond, juste à côté de mon ordi. Et quand j'ai vu ça, non mais là c'était... C'est la goutte là. Donc j'envoie les photos au proprio, je lui explique ce qui s'est passé. Donc il me dit ok, il y a un gars qui va venir réparer le truc et tout. En attendant, tu peux aller dormir dans la chambre d'à côté. Donc c'est ce que j'ai fait. Et je lui ai demandé quand même un dédommagement d'au moins 2 nuits. Il a accepté, c'était cool. Donc le proprio, il appelle le gars pour réparer la fuite. Il vient à 22h30. Et le proprio, il me dit ok, c'est bon, tu peux retourner dans ta chambre. Je retourne dans ma chambre tout content. Et là je vois quoi? Le gars il a pas nettoyé. Il a laissé une vis par terre. Oh tranquille, non mais vas-y, on se va les couilles, vas-y. Il est français, on s'en fout. Mais sinon pour ça c'était cool. Ouais, c'était cool. Et je me suis dit ok, bon au moins c'est réparé. Une semaine après, eh ben il y a à nouveau la fuite. Ah ouais, c'est parti. Mais au final, voilà, c'était quand même cool. Comme dit, l'Airbnb était bien placé. Comme dit, j'avais la Beltline à côté, il y avait des restos, des bars, des parcs. Et j'ai pu faire la connaissance de 2 gars de la coloc. Donc en vrai, c'était hyper sympa, on a gardé contact, donc c'était cool. Et là, tu dois te demander, mais Mathieu, est-ce que t'es tombé dans la société de consommation américaine? T'as quoi? Non, franchement, ça va, j'ai évité de manger trop gras. Mais bon, quand tu vois le paquet de pâtes à 3,50 $, bon bah tu dis ouais, bon bah des Wendy's c'est pas mal aussi hein. Bon, petite vidéo à l'arrache, bon ça sera en guise de conclusion parce que je viens de me rendre compte que la conclusion que j'avais écrite de base, elle me convenait pas finalement. Donc je fais une conclusion vraiment de speed alors que je suis en train de finir le montage tout simplement. Donc c'est pour dire que j'ai passé un très bon moment à Atlanta, c'était une super expérience. J'invite tout le monde, s'il a envie de le faire, à essayer de voyager seul. Mais en tout cas, genre c'est vraiment une très belle expérience que j'ai fait. Et voilà. Et aussi petite update, parce que du coup maintenant ça fait plus d'1 mois que je suis rentré d'Atlanta. J'ai toujours pas reçu de nouvelles des clés que j'ai déposées. Donc je pense que j'en aurai peut-être jamais, ou peut-être dans quelques semaines, mois, ou peut-être dans quelques années, je sais pas. Mais en tout cas c'est pas grave, je m'attendais un petit peu à pas avoir beaucoup de réponses. Comme dit, j'y suis pas allé juste pour ça, j'y suis aussi allé pour voyager, voir du pays, pour découvrir autre chose. Et vu que les États-Unis c'est un pays que je kiffe, bah voilà, je voulais repartir là-bas parce que j'ai vraiment kiffé la première fois. Comme dit, c'était un super voyage, même si j'ai pas eu de réponse, je m'en fous, c'est pas grave, ça arrive. Tout s'est très bien passé, j'ai eu une belle expérience, j'ai des anecdotes à raconter. En tout cas, voilà pour cette conclusion fait à l'arrache. En tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, lâcher un pouce bleu, à commenter, etc., etc. En tout cas, moi je te dis à la prochaine. Peace.